Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un petit épisode bonus de Spurs Break. Rien que pour vous, nos Spurs Breakers adorés, on ne pouvait pas vous laisser seuls après ce qui s'est passé. Non, Derrick White ne joue plus pour les San Antonio Spurs. Pierre, Jules, sur 10, votre niveau de désespoir. Allez, on va dire 7. Ouais, Pierre. Je suis triste de le voir partir, mais après, je suis content pour lui qu'il aille dans une équipe avec qui il fit bien. Donc, je vais dire 3 parce que je suis vraiment content pour lui quand même. Allez, d'accord. Pour détailler cette trade deadline et savoir de quoi on parle, les Spurs ont échangé Derrick White, Thaddeus Young, Drew Eubanks, Juancho Hernan Gomez, donc 4 joueurs et un second tour de draft, contre Goran Dragic, Thomas Satoransky, Josh Richardson, Romeo Langford, donc 4 joueurs aussi, mais également 2 premiers tours de draft pour cette année en 2022 et un autre en 2028, plus des seconds tours de draft. Donc on va commencer par le point de vue affectif. Quel bilan vous tirez sur ce plan ? À part le départ de Derrick White, la plupart des joueurs qu'on a envoyés, ce sont des assets qu'on a récupérés ou en début d'année ou Juancho Hernan Gomez, je sais même plus quand est-ce qu'il est arrivé, mais c'était Trade de Bryn Forbes c'était il y en a janvier. quelques semaines. Oui, voilà, c'était courant janvier, je crois, ce trade. Oui, c'est ça. Donc, mis à part Derrick White, qui, oui, est là depuis le début chez nous, qu'on a quand même bien formé, et qui a un peu, quand même, sa valeur il a pris beaucoup de valeur lors de la bulle il y a 2 ans. On avait aussi signé un contrat qui était quand même pas mal et qui, je pense, a beaucoup joué pour Boston, qui se sont dit que c'était un peu une perle rare pour eux. Donc sur les départs, voilà, pas trop de tristesse. Les arrivées, on a coupé entre-temps, entre le moment où on enregistre le podcast et jeudi dernier, on a coupé Goran Dragic et les Satoransky et Romeo Langford, on les a pas encore vus. Donc, j'attends de voir. Satoransky, je crois, est en contractir, donc à la fin de la saison, son contrat se Je termine. sais, je doute qu'on le re-signe. Donc en gros, si on doit s'attacher à un gars, on en parlera plus tard, mais c'est Romeo Langford, c'est le seul qui sera dans la rotation avec Josh Richardson. A priori. Ouais, sachant que Richardson, lui, son contrat expire l'an prochain. Voilà, donc on peut l'avoir 1 an et demi potentiellement. Jules ? Voilà. Ouais, bah écoute, moi j'étais assez attristé du départ de Derrick, évidemment. Parce que j'étais un grand fan de ce joueur. Maintenant, il fallait un peu, je pense, tourner cette page d'Eric White parce qu'on savait que le duo, de toute façon, avec Dejounte Murray, n'allait pas nous emmener super loin. Et c'est le genre de joueur qui n'augmente pas forcément ton plafond d'équipe, mais augmente ton plancher. Or, dans notre situation actuelle, on n'a pas forcément besoin de ça, de ce genre de joueur. On a besoin de joueurs avec beaucoup de talent, beaucoup de potentiel, avant d'avoir des joueurs comme Derrick White, c'est-à-dire des excellents role-players. On l'envoie aux Celtics où en plus ça fit super bien avec l'ADN des Marcus Smart, Jaylen Brown, Jason Tatum et tout. C'est un des trucs qui fait que je suis pas trop triste de le voir partir, c'est Ouais, le c'est fait ça. qu'il aille aux Celtics et qu'il a une chance d'être dans une vraie équipe, il a une chance de jouer des choses, il Ouais. retrouve Ime Udoka, voilà. Ouais. Puis c'est une équipe qui va jouer les playoffs a priori. Là ils sont sur un très bon run de Ouais, victoires. 9 victoires. Derrick s'est super bien intégré au collectif. C'est un facilitateur de jeu. Je pense que les fans de Boston vont l'adorer. Et les fans sont déjà absolument amoureux de lui déjà. Bien et, sûr. Et les nouveaux coéquipiers de Derrick White n'arrêtent pas de vanter ses qualités. Donc je pense que c'est douloureux effectivement en tant que fan de le voir partir. C'était douloureux pour les joueurs aussi parce que par exemple on a vu Dejounte Murray, Devin Vassell s'exprimer à ce sujet en disant qu'ils étaient tristes de son départ parce que c'était un coéquipier depuis un long moment maintenant. Enfin, Devin ça fait qu'1 an, mais Dejounte ça fait des années qu'ils sont ensemble et tout ça, qu'ils travaillent ensemble, qu'ils évoluent positivement ensemble. Donc voilà, mais en même temps, on récupère du tour de draft, on récupère un vétéran qui a toujours voulu jouer aux Spurs, a priori. Ouais. En Josh Richardson, il avait tweeté je crois que 2014 ou 2012,
qu'il adorait Je Greg crois que c'est en Popovich. 2014, à l'époque des Spurs, du titre des Spurs, qu'il avait tweeté ça. Ouais, il a tweeté comme quoi il adorait Greg Popovich, donc c'est très bien. C'est le genre de joueur qu'on aime avoir, qui va bien défendre et qui va mentorer nos jeunes, donc pourquoi pas. Enfin, il est pas si vieux d'ailleurs, hein, je crois qu'il a 29 ans. Il a 28 ans. 28 ans, voilà, c'est ça. Il est pas plus vieux que Derrick White, ce qui est assez marrant. Ils ont presque le Dit même comme âge. Ouais. ça. Je sais pas si vous avez vu son interview avant le dernier match. Je sais Non, plus j'ai où on pas a vu joué ça. là il y a 2 jours. Avant le match où il disait qu'il a toujours voulu venir voir ce qui se passait à San Antonio, que lui il aimait bien, que sa mère était militaire je crois, du coup il aime bien le côté militaire de la ville. Ah bah, Après ça peut être du discours, mais il a donné des arguments, il a pas juste dit je suis content parce que c'est une grande franchise, voilà, il a dit oui, non, il a dit des choses en Puis plus. c'est un bon gars, je pense qu'il va bien s'intégrer. On a Ouais. récupéré Langford, qui est intéressant aussi. Ouais, on en parlera après de tout le Ouais, côté sportif. Vous ok. n'avez pas de cœur, vous avez du mal à parler sentiments, j'entends bien. Non, mais Euh, pour parler sentiments, par contre, euh, je suis abattu du départ de Drew Eubanks, c'est faux. Je... Ah si, arrête. Non, mais moi, je ne suis pas un grand fan de Eubanks. On l'a Ah, balancé avec Tadeusz Young, qui ne jouait pas non plus, contre Goran Dragic, qui ne jouait pas non plus à Toronto. Donc vraiment, c'était un trade qui a servi aux deux équipes, mais surtout, on récupère le choix de draft des Raptors. On y viendra tout à l'heure, mais du coup, ouais, en termes de sentiments, on va dire que le seul ça me saoule qui soit parti, c'est Derrick White. Les autres, Après, il faut aussi se dire que s'ils ont bougé Derrick White, moi par exemple, je suis un très grand fan de Devin Vassell et donc ouais. là on l'a vu sur les 3 derniers matchs, il a joué bien il a joué 25 au Il était dernier dans le contre 5 Chicago, majeur. mais les 2 premiers matchs c'était 30 minutes. Ouais, c'est propulsion dans le 5 majeur et 30 minutes Par par contre, ça a été match. un peu rude. Moi je suis très content de me dire que ça fait 30 minutes de Devin Ah oui. pour nous quoi. Alors, j'ai pas vu le match contre Chicago, mais je crois que c'est ce match-là qu'il est à 5 points. Enfin, Ouais, il a 2 sur 10 au ouais, tir, il est un peu je arrosé. pense que Mais ça bon, va être. Va pas falloir lui tomber dessus. Avoir dans la rotation avec Satoransky, parlons du sportif si vous voulez, avoir dans la Oui. rotation avec Satoransky, avec Josh Richardson, les rôles qui seront donnés à Devin Vassell, à Josh Primo, etc. Mhm. Prenons cette question de Guillaume Info, qu'on embrasse, Basket Lab, qui nous parle de ce trade d'Eric White. Ouais. Il dit « J'ai l'impression qu'on surestime la valeur d'un tour de draft. » Parce qu'en fait, avec ce tour de draft-là, on récupère un pic entre 15 et 30. Par là, c'est la position où sera Boston à la fin de la saison. Oui, On oui. récupérera un pic par là. Même entre Il 20 et dit qu'il y a 30. peu de chances de trouver un joueur du niveau de Derrick White avec un pic de ce niveau-là. Alors. Donc, en gros, la question, c'est quel est l'intérêt d'avoir fait ça? Pourquoi Brian Wright a fait ça avec Derrick White? Alors déjà, on peut se dire que la raison, elle est sportive, c'est qu'on cherche à récupérer des assets, donc des tours de draft, qui vont servir soit pour un trade plus tard, soit pour drafter un jeune joueur. Effectivement, le pic de Boston, il sera entre 20 et 30. C'est pas là que tu chopes normalement les superstars. Je suis d'accord. Mais quand on regarde les dernières années, côté Spurs, par exemple, entre 20 et 30, on a eu Keldon Johnson, on a eu Derrick White, on a eu Dejounte Murray. Alors, effectivement, c'est pas toujours des excellents joueurs qu'on draft dans ces zones-là. En 19e position, on avait drafté Lucas Samanic. Voilà, je vais pas m'attarder sur le sujet, mais vous savez ce que j'en pense. Et ces dernières années, on voit plein de très bons joueurs sortir de là. En fait, entre 20 et 30, c'est des role players. On va pas chercher à avoir une superstar, on va chercher à avoir des role players. Et quand on voit les Brandon Clark, les Matisse Thybulle, qu'est-ce qu'il y a eu entre 20 et 30 ces dernières années? Tu draftes pas un franchise player, ou alors c'est vraiment, t'as une chance de fou. Bah, Oui, puis on a toujours quand même bien drafté dans ces eaux-là, donc même si oui, on peut se dire qu'on l'a laissé partir pour pas grand-chose, au moins ce qui était cool de voir, c'est que quand même Ryan White, il a pris des décisions, il a fait des Exactement. choix. On récupère des tours de draft, donc à voir ce qu'on en fait, est-ce qu'on draftera, est-ce qu'on les échangera, on verra bien, mais je suis pas, enfin je suis pas déçu de ce trade en fait. J'étais juste triste de voir Derrick partir, Pareil. mais après sur la contrepartie, Non, le trade est on bon. verra bien ce qu'on en fera et ça montre un peu par contre la direction veut prendre Brian White Ouais. pour les prochaines années. Bah, en fait, tu perds Ouais, Derrick putain, White. t'es en train de me tendre une perche incroyable, Ouais. mais je veux d'abord qu'on
qu'on revienne sur les réponses qu'a eu Guillaume quand il a posé cette question, notamment de Val Watif. Dans les réponses, il y avait la place qu'on donne aux jeunes sur cette question de pourquoi on laisse partir Derrick White. Il y a la place qu'on donne aux jeunes qui sont dans l'effectif, les potentielles blessures de Derrick White aussi, qui peut être souvent blessé, donc ça peut être dérangeant de continuer à miser sur lui longtemps. Et, après, tu vois, on a récupéré et de donner une Langford, dernière chance à Lonnie Walker aussi. Oui, aussi, il y a ça. Voilà, c'est les réponses qu'il y a eu. Bah non, le seul truc, par rapport aux blessures, en fait, on récupère quand même Langford qui a été souvent blessé et qui du coup n'a pas trop pu exprimer son potentiel. Même si bon, je pense pas qu'on mise non plus sur Romeo Langford pour nous ramener en playoff les prochaines années. Mais oui, ça, je pense qu'il y a tout ce que Valentin dit dans son tweet, hein, c'est faire de la place pour Devin entre autres. Et moi, je pense vraiment que c'est un move aussi pour. On s'est dit Derrick White à 28 ans, c'est un des plus vieux de l'effectif et peut-être que lui, il est arrivé à un stade de sa carrière où il a peut-être envie de, je sais pas, de tester, de gagner, de gagner exactement. Bien sûr. Et donc c'est peut-être un move gentleman, tu vois. On l'a laissé partir en s'assurant de récupérer au moins 2 tours de draft. Un de cette année et un en 2028, qui est un swap d'ailleurs. Ouais, en 2028. Parce qu'en soi, on l'aurait prolongé. Vas-y, Jules. Non, je disais en 2028, on récupère pas vraiment le tour de draft de Boston, c'est juste que on pourra choisir. On aura le meilleur choix des deux. On pourra choisir quel choix on veut entre le leur et le nôtre. A priori, on aura quand même un meilleur choix qu'eux en 2028. Enfin, il n'y est pas encore. On verra, hein, c'est dans. Mais en tout cas, leur projet sportif est plus avancé que le nôtre, donc on peut se dire que de toute façon, on sera peut-être au même niveau, ou enfin, ça va pas jouer ça va pas jouer grand chose. Il y a 6 ans, c'était 2 ans après notre titre, hein, donc. C'est vrai. Tu vois. Et aussi, c'est que j'avais lu un article sur Clutch Point d'un mec qui disait que les Spurs avaient vraiment fait de la merde, en gros, en balançant Derrick White contre ces contreparties-là. Parce qu'il disait qu'en gros, Derrick White, tu pouvais très bien aussi l'échanger à Houston ou OKC, qui ont beaucoup plus de pics de draft qui puissent se montrer intéressants. Mais le seul truc, la seule chose que je trouvais un peu fausse dans son argumentaire, c'est est-ce que ces équipes-là veulent d'un Derrick White qui, pour le coup, on en avait déjà parlé aussi, on disait que Derrick White, il a vraiment le profil parfait pour un contender au titre, pour apporter une vraie plus-value en sortie de banc. Donc ces équipes-là, celles qui ont beaucoup de pics de draft dans les prochaines années, je pense pas qu'elles étaient très intéressées par Derrick White. Non, mais parce que Derrick White était à son prime et le potentiel de Derrick White, je pense pas qu'il. Enfin là, il est déjà très bon, il est excellent, on l'adore Derrick. Et je pense pas qu'il ait un potentiel. Il ira pas plus haut que ce qu'il est actuellement. Enfin, là, c'est du win now, il faut gagner maintenant, il faut aller dans un contender et les équipes comme OKC, ils ont pas besoin d'un Derrick White. Et accessoirement, je vois, il y a certains fans des Spurs, ils pensaient qu'on pouvait échanger Derrick White contre Shai Gilgeous-Alexander, donc bon, à un moment. Non mais c'est dans l'idée, c'est qu'il y a certains fans qui surcotent beaucoup Derrick White sur sa valeur réelle, parce que effectivement, c'est un très bon joueur de basket, mais aussi il faut voir que ce qu'on a récupéré là, je trouve que c'est même cher pour les Celtics. Mais Josh Richardson, on oublie, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un bon joueur, Josh Richardson. C'est un bon défenseur. Il est un peu dans le dur. Il est un peu dans le dur. Avant, il rentrait des shoots, maintenant plus trop. Mais ça reste un bon défenseur. Donc déjà, ça, c'est toujours ça de prix sur Derrick. Enfin, comme par rapport à Derrick, ça va pas trop changer, quoi. On garde un peu de défense, ouais. Je sais pas comment dire, mais je trouve que avoir eu ce pic de draft et Romeo Langford, qui est un jeune talent comme ça, c'est plus que ce que j'aurais pensé qu'on puisse avoir avec Derrick White, quoi. Et bien justement, une question de Rib Lebowski sur Twitter. Qui est Romeo Langford? Romeo Langford est né en Caroline du Nord en 1999. C'est vrai ce que tu dis là? Alors, je sais qu'il est né en 99. Il est né dans l'Indiana. Je suis sur sa page Basketball Référence pour avoir ses stats un petit peu. Donc c'est un arrière, un poste 2 de 1m93. Pas très grand, ouais. Alors je me souviens à sa draft, on disait de lui que c'était potentiellement un fort scoreur, etc. Le problème, c'est que juste avant sa draft, il s'est blessé au poignet. Et il avait déjà des problèmes de shoot extérieur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un joueur qui a 50% au lancer franc, enfin 60% au lancer franc, ce qui est très faible pour un arrière.
Et 35% à 3 points. Alors après, le volume n'est pas énorme, parce qu'il y a 2 tirs par match à 3 points. Il en a joué 44. Si, ça va cette saison. On peut parler un peu pour cette saison. C'est un assez bon défenseur d'équipe, même individuel sur l'homme. Enfin, voilà. Il peut porter la balle, mais enfin, tout ça est assez théorique, quoi. C'est-à-dire que il a du handle, mais est-ce qu'il va vraiment réussir à le développer? Il a du scoring, mais il a un problème de shoot et il a de la défense. Donc, en gros, s'il y a un déblocage au niveau du shoot, potentiellement un bon 3&D. Sinon, il peut développer peut-être sa vision de jeu pour devenir un défenseur qui lit bien et qui fait les bonnes passes, quoi. Après, la question, c'est aussi, lui, comment il s'intègre, Ouais. mais comment nous aussi, on va l'intégrer dans la rotation, vu que, Oui. rappelons quand même que sur les lignes entre 1 et 3, on a quand même pas mal de jeunes joueurs sur qui on souhaiterait miser. Ouais. Donc, rajouter un jeune comme ça, je sais pas si ça servira beaucoup. Après, Non. on a Après, beaucoup de 2 et c'est presque plus un 3, non, Romeo Langford? Bah, moi, ce que j'ai lu, c'était plutôt un 3&D, mais après, 1m93, bon, dans la NBA actuelle, C'est ça un peu petit, peut ouais. correspondre. Bah, après, ça peut correspondre quand même, hein, quand tu vois Ouais, qu'il y a ouais. des postes Oui, 4 Oui, du small ball, ouais. Ouais, ouais. sur du small ball, il peut jouer 3, mais je pense que c'est vraiment plutôt un 2 quand même. Mhm. Après, moi je l'aimais bien avant sa draft. Après, j'ai pas suivi du tout Boston ces dernières années, donc je vais pas vous dire comment il est réellement. Je sais juste que le potentiel qu'il a, c'est qu'il peut devenir un potentiel bon scoreur ou bon passeur. Enfin, je Ouais. sais pas trop. Faut, Mais faut sur... dire qu'on a aussi le coaching staff pour ça, hein, Chip Engelland et tout. Exactement, S'il faut c'est Absolument. l'aider à développer son shoot, si tant est qu'il arrive à bien le développer, si les Spurs c'est tant mieux pour lui, pour sa carrière. si les Spurs veulent bien miser sur lui, on peut compter sur Chip Engelen pour lui faire bosser son shoot. Et peut-être que Chip Engelland était dans les Angeland. Je pense que c'est ça la prononciation parce que Benoît, dans le dernier podcast, nous a dit Angeland. Alors je pense que c'est ça parce qu'il est québécois, il parle mieux anglais que nous. Euh, Guillaume sur Twitter aussi nous détaille un peu les capacités. Et il parle de ce shoot-là, ouais, il parle du shoot. Peut-être que Chip Engeland était dans les réunions des Spurs au moment du trade et il a dit moi je vois un peu de potentiel dans Romeo Langford, essayons de voir ce qu'on peut obtenir avec lui. Et donc Guillaume nous dit de la défense en particulier, très bon on-ball sur les meneurs, les arrières ou les ailiers, surtout excellent et intelligent en défense collective. Ça, on aime bien chez nous. Mhm. Après, pour l'attaque, le jump shoot commence à pointer le bout de son nez, mais pour l'instant, en attaque, c'est très timide. Mais bon, potentiel très bon 3&D. En Donc fait, ça, c'est le potentiel, ça, c'est le meilleur. en Encore une fois. miniature du podcast, on va mettre leur conversation Twitter et en fait, tu auras pas besoin d'allumer le C'est son, parce je que c'était pense. passionnant, mais on Mhm. veut vos réponses sur, Oui, non, sur c'est ça. vrai que la conversation était très Eh oui, intéressante à lire. bah oui. Et aussi, j'ai juste lu un petit article, je crois que c'était sur Basket USA, c'était Josh Richardson qui disait que c'était amusant parce qu'en gros, lui, il était un peu surpris de partir de Boston. Et en fait, en arrivant à San Antonio, il s'est rendu compte que la routine à l'entraînement, au practice et tout était quasiment la même. Et du coup, ça l'a étonné. Après, il s'est dit, bah oui, mais Ime Udoka, il vient d'où? Il vient des Spurs. Et donc, je me dis que ça se trouve, tous les entraîneurs qui sont passés par les Spurs, ils font tous les mêmes entraînements et que, en gros, l'enseignement Popovich Bah, rayonne tu sais que partout. le Ça, premier ça fait assistant, le marrer. premier assistant au Celtic, c'est Will Hardy, hein, Ouais, voilà. qui était chez Putain, nous aussi avant. Mhm. ce bon vieux Will. Alright. Bon, messieurs, Oui, pour un point de vue un peu plus général, oui. Ginobili nous demande, enfin, Manu? pas Manu, Ah, mais vous Ah, connaissez bah, le Ginobili j'ai des cru que Spurs t'allais Break. oui, nous... oui, bien sûr. J'ai cru que t'allais parler espagnol, Il, là. il pose toujours des questions, on l'embrasse. Oui, absolument. On peut donc voir un peu plus clair sur la stratégie de Brian Wright. Êtes-vous satisfait de cette orientation? Oui. Oui, En fait, c'est oui. la vérité, c'est que on était dans un espèce d'entre-deux depuis 2 ans, là. Tenter d'accrocher le play-in, mais en fait, on gagnait pas assez pour ça. Et on voulait pas se dire qu'on reconstruisait vraiment. Et là, cette année, donc effectivement, on a laissé partir DeRozan. On a donné la balle aux jeunes, notamment à Dejounte Murray qui a complètement explosé cette saison. Et on était un peu dans ce truc où on gagnait toujours pas beaucoup de matchs en fait. Mais d'un autre côté, tu gagnes trop pour dire que tu tankes et tu gagnes pas assez pour dire que tu joues quelque chose, tu vois. C'est toujours cet entre-deux très nul.
Et là, de voir un trade donc de Derrick White, qui est un de nos meilleurs joueurs, contre un jeune à potentiel, un tour de draft, machin, donc on l'a déjà dit. Envoyer Tadeusz Young contre un tour de draft aussi. Tadeusz Young qui nous faisait gagner des matchs d'ailleurs, donc du coup ça Non, dégage. il ne jouait pas. Non, mais quand il jouait au début de saison, il nous faisait gagner. Enfin, Ouais, carrément. il était carrément bon, quoi. Il jouait Ah, pas mais parce c'est un que, excellent joueur. voilà, c'est un excellent joueur, mais on avait. Il ne jouait pas parce qu'on essayait de perdre. En fait, c'est un peu ça. C'est un peu genre prouver que, enfin, ces trades-là, ils montrent que on joue la draft, quoi. Et la free agency, si vous voulez, mais pour moi, on joue rien à la free agency parce qu'on n'attirera jamais personne. On en parlera tout à On en l'heure. parlera après du Ouais. sujet free agency. Mais du coup, en fait, ça montre la direction, elle est claire. C'est pas on vise le play-in, c'est on vise la draft. Et l'année prochaine, sûrement qu'on visera le play-in. En fait, c'est on donne des minutes aux jeunes, on chope un bon tour de draft, un bon jeune à potentiel, potentiellement 2 bons role players avec les choix de Toronto et de Boston. Soit ça annonce un gros trade, potentiellement de Dejounte Murray avec 3 tours de draft contre un très très fort potentiel. Enfin, on peut imaginer des trucs comme ça. J'en doute fort quand même, mais c'est possible. Soit c'est genre, on va choper 3 jeunes et on va reconstruire. Et puis l'année prochaine, on repart avec ballon à Dejounte, à Devin et Banco, quoi. Et je trouve ça bien. Je trouve ça bien que ce soit assumé maintenant. Tu vois, c'est Mhm. qu'on soit plus dans un truc de oui mais non, vous voyez bien, on essaie de gagner, on a un backcourt Dejounte Murray, Derrick White. Alors qu'on savait très bien que ça nous menait nulle part, tu vois. Là, au moins, on sait qu'on reconstruit sur des bonnes bases et voilà, let's go. Après, cette histoire de jouer le play-in, ça peut vouloir dire plein de choses. En fait, jouer le play-in, est-ce que c'est juste accrocher la 10e place et perdre au Bah c'est play-in? ça. Ou est-ce que c'est être dans le 6e, 7e et avoir une vraie chance en play-off, aller jusqu'en finale de conférence? Ça peut vouloir dire plein de choses, jouer le play-in. Oui voilà, Mais en mais gros, cette saison, quoi qu'il arrive, on va avoir un top 10 de draft avec notre choix à nous. a priori oui. Sauf si, Ouais. sauf si d'un coup on se met à gagner énormément de matchs, mais je vois pas ce qui pourrait se passer pour ça, à part que un joueur comme Devin Vassell explose complètement. Mais bon, Dejounte déjà, je pense à son max pour cette saison. Enfin, il y a a priori peu de chances que qu'on fasse une grosse série de victoires, quoi. Bien sûr. Pierre, vas-y. Je rejoins Jules sur tout ce qu'il a dit. Je pense que en fait, il voit un peu depuis qu'il est arrivé comment on développe nos jeunes. Devin Vassell, je pense que le choix de Josh Primo, qui est quand même un très jeune joueur, qui est complètement à développer, il est pas anodin aussi. Je pense qu'en gros, il a entièrement confiance en la capacité de notre staff à développer des jeunes pépites. Et ce qui se dit, c'est que peut-être qu'en draftant plein de jeunes joueurs avec des forts potentiels, on pourrait en faire une équipe attirante qui pourrait du coup nous permettre de signer un gros joueur dans les étés prochains, Mhm. ou en tout cas développer des joueurs pour qu'ils représentent ensuite une bonne monnaie d'échange dans des trades. Mais en tout cas, ce qui est cool avec la direction qu'ils semblent prendre, c'est, comme l'a dit Jules, c'est assumer que on doit quand même se reconstruire, et surtout, il montre quand même qu'il est prêt à faire certains moves pour, permettre à l'équipe de progresser dans les prochaines années. Donc j'aime beaucoup moi ce qu'il a fait. Honnêtement, moi je préfère voir qu'on envoie Derrick White contre OK, 2 tours de draft et deux joueurs, plutôt que faire comme les autres années et ne rien faire et stagner comme ça a été le cas pendant 3-4 ans. Et attendre la fin des contrats et puis juste avoir un peu de cap et prendre des Et joueurs moyens. se retrouver à poil. Et justement, on a dit qu'on parlerait de free agency après. Peut-être qu'il a une petite idée dans la tête, soit pour cet été ou l'été prochain. Peut-être. Mais Ouais. voilà, j'aime beaucoup ce qui laisse entrevoir, en tout cas pour nous, parce qu'on n'est pas dans les petits papiers de la franchise. Mhm. Mais se dire que ouais, on mise sur les jeunes et sur la capacité de nos staffs à bien les développer, à bien Ouais. les accompagner. Ouais. J'aime bien cette idée. Ce que j'aime beaucoup, moi, dans la reconstruction qu'on est en train de démarrer, parce qu'on la redémarre, parce que pour moi, on la démarre vraiment maintenant, Mhm. même si avant, ça faisait partie de la stratégie de prendre notre temps, tu vois, notamment pour développer Derrick White à fond, pour voir à fond le potentiel de Dejounte. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on sort de ce ventre mou, comme tu disais, Jules, et qu'en fait, on sort pas non plus un énorme tank à Ouais. la OKC.
Tu vois, moi, je trouve que la construction de Casey, pendant les années où ça amènera peut-être à leur faire gagner le titre, tu vois, peut-être qu'ils vont drafter que des énormes stars et qu'ils vont gagner comme ça. Mais les années, tu vois, moi, en étant un passionné des Spurs, les années où on tank à fond comme ça, c'est quand même difficile de regarder les matchs d'OKC, c'est quand même des années très dures. Et là, tu vois, on fait partir Derrick White, mais on récupère Romeo Langford, donc c'est un petit truc excitant à voir. On récupère Josh Richardson, qui peut-être qui va bien jouer chez nous, et peut-être qu'on va gagner des matchs. Donc on va être là, on va pas avoir un top 3 de draft, mais on sera là avec notre top 10, on sera trop fiers de lui, comme Josh Primo, tu vois, moi je suis complètement déjà fan de lui. On joue bien, on continue à faire des... Là, on est l'équipe qui se fait le plus de passes dans la ligue. Tu vois, ça c'est un truc, quand t'es une équipe qui tank à fond, c'est pas des trucs kiffants à voir. Et là, on a un style de jeu, on a des jeunes qu'on essaye de faire gagner. Là, le dernier match qu'on perd contre les Bulls, c'est ce qui est sorti ensuite, c'est qu'à la fin du match, il y a eu une réunion et ils ont fait de la vidéo. Ils ont fait direct de l'analyse sur le match, tu vois. Et ça ressemble pas à une équipe qui tank à fond, ça ressemble à une équipe qui essaye de tirer le plus gros potentiel de notre équipe nulle. On est nul, mais on fait le mieux qu'on puisse faire avec ça. Et notamment Après, parce on a qu'on a aussi- Greg Popovich et que Popovich, il a envie de tirer le mieux de ses équipes à chaque fois. Il l'a Ouais. dit en conférence de presse. Moi, je peux pas demander à mon équipe de perdre. Et je trouve ça cool dans la reconstruction qu'on fait de ne pas ressortir le tank à Je fond comme ça. suis d'accord. On a des joueurs aussi qui aiment pas perdre, hein. Quand Oui. Dejounte il fait un triple-double mais qu'on perd, lui il en a rien à foutre de ses stats. Il est dégoûté d'avoir perdu et je pense que c'est la même pour Keldon et tout. Ah oui, oui. Tous nos jeunes, ils ont un peu une bonne mentalité de Ils ont compétiteur. la dalle. Dejounte, il fait une lettre d'excuse. Dejounte fait une lettre d'excuse à chaque match perdu. Hein. Je sais pas, sur Avec son- des sur son majuscules Insta, à chaque début de mot, mais Il a dû en faire quelques-unes depuis le début de saison. Oui, du Mais, coup, il en a fait pas mal, ouais. Mais par contre, je suis d'accord avec toi avec le fait de tanker, c'est pas terrible et tout, mais bon. En fait, le problème, c'est que ça a donné raison à beaucoup d'équipes. Par exemple, Philadelphie, ils ont tanké comme des porcs pendant des années, et maintenant, ils ont une équipe de fous. Enfin, non, il y a quand Kawhi leur met un shoot monstrueux là avec Toronto, c'était il y a quoi, 2-3 ans. Ouais. S'il met pas ce 3 shoot, ans, ouais. Philadelphie, ça peut aller au bout, tu vois. Et du coup, à ce moment-là, tu te dis, ils avaient raison. Mais en fait, le truc, c'est que c'est des choix de management très, très assumés et contre lesquels Adam Silver, il lutte. C'est pour ça qu'il avait le play-in. C'est pour ça que... Enfin, c'est pour éviter que les franchises tankent. C'est pour ça qu'il a changé le système de draft. Et que maintenant, loterie, la loterie, que le premier, il a plus 25%, mais les 3 premiers ont 14% de chance d'avoir le premier choix. Adam Silver lutte contre ça, ce que je peux comprendre, parce qu'effectivement, ça donne envie à personne de regarder un merdico où les deux équipes tankent et essayent de perdre. Enfin, c'est horrible à voir. Et c'est pas bien non plus pour les joueurs. Mais d'un autre côté, quand t'es une équipe comme les Spurs, qu'on fait, ouais. comme nous, tu vois, on gagne trop pour avoir un très haut choix de draft. Alors, à part si on a de la chance à la loterie, évidemment, mais c'est toujours pareil. On va pas compter dessus. À part ça, je trouve que t'as moins de chances, effectivement, de reconstruire rapidement. En tout cas. Ouais. Je faisais une chronique il y a quelques épisodes où je comparais notre reconstruction à celle de Brooklyn. Oui. Où eux, ils ont pas draft. Tu vois, ils ont fait du tanking, mais c'est pas le tanking de Philadelphie. Phila, c'est une joke maintenant. On parle du process. Oui, bien on les sûr. vanne sur le process tout le temps parce qu'ils ont tanké pendant. C'était horrible le tanking de Phila. Oui. C'était insupportable, oui. Tu vois. Mais moi, c'est ce que je dis, c'est que je préfère largement faire le nôtre, quitte à ce que ça marche pas, tu vois. Mais au moins, on s'amuse, on s'amuse, voilà. Il y a une question qui est beaucoup revenue aussi sur Twitter. Ne serait-on pas en train de dégager du cap pour la free agency? Clin d'œil, clin d'œil. Clin d'œil, clin d'œil. Emoji yeux, bien sûr. Emoji yeux sur le côté x2. Emoji flamme. Déjà, c'est quoi du cap space? Expliquez-nous. Qu'est-ce que ça veut dire avoir du cap space, cet été? Eh bien, en NBA, les équipes ont un seuil maximal de contrat à ne pas dépasser, sachant que tu peux le dépasser, mais dans ce cas-là, tu payes une amende. C'est aux alentours de 130 millions, 140, un chose comme Ouais, ça. je crois que c'est peut-être un peu moins, mais ça doit être 120 110 millions. Alors, dans saison 2019-2020, c'était 110 millions. Ok, donc ça doit d'être un peu plus, mais c'est dans ces eaux-là. Ah, voilà, c'est pas... Ok. Et donc, quand tu dis cap space, ça veut dire que à l'été prochain, on a un cap space, enfin, on a tant d'argent qu'on peut mettre sur un joueur, tant que ça reste, en tout cas, dans le salary cap.
Ou sur plusieurs, et en l'occurrence, cet Oui. été, on aura potentiellement, si on gère les finances comme il faut, 33 millions à donner à des joueurs ou à un joueur. Ouais. Ça peut aller jusqu'à 33 millions. C'est 112 millions, voilà, pour cette C'est saison. 112 le cap. Ok. Donc messieurs, est-ce qu'on serait pas en train de se faire de la place dans le cap space? Ça semble assez évident, avec notamment Goran Dragic qu'on a récupéré dans un trade, mais on a fait sauter son contrat, on a fait un buyout avec lui, on s'est mis d'accord avec Goran Dragic pour faire sauter son contrat, et qu'on n'ait plus son argent l'année prochaine, enfin cet été. Satoransky, son contrat expire à la fin de la saison. Donc ça se trouve c'est des joueurs qu'on va potentiellement pas signer ou pas garder. Ce qui fait qu'on aura peut-être encore plus de place sur dans ce cap space. Parce que là sur les 38 millions, on n'a pas pris ça en compte, je crois. Je sais pas si c'est pris en compte. Pour l'instant, non, pour l'instant, le contrat de Josh Richardson, il est chez nous, donc il est compté dans ce qu'on Ouais, a l'année oui, c'est prochaine. compris, Ça pourrait d'accord. être plus. Donc ça pourrait être plus. Oui, mais ça dépend contre Il, comment on il le peut, il trade. peut très bien y avoir des trades encore cet été. Donc, Oui. messieurs, est-ce qu'on essaye de faire du cap space pour jouer sur la free agency? Alors, Comme free agent disponible, il y a cet été, il y a Zach Lavine, il y a Mitchell Robinson, il y a Yusuf Nurkic, qui sont libres absolument. Alors sans doute que moi je pense que Zach Lavine on l'aura jamais, parce que lui il viendra pas chez nous, il restera aux Bulls, tu vois. Ouais. Mais il y a aussi parmi les restricted free agents, donc les agents libres sur lesquels les équipes peuvent s'aligner. Donc ça veut dire qu'on peut faire une offre, mais les équipes dans lesquelles ils sont actuellement peuvent décider de les garder en s'alignant sur l'offre qu'on leur fait. Il y a Miles Bridges, Nicholas Claxton, Jaren Jackson Jr., Mo Bamba, Wendell Carter Jr., DeAndre Ayton, messieurs dames, et Anthony Simons. oui. Alors, si je peux me permettre, Mais permets-toi. effectivement, on libère de la place, de la masse salariale. Le problème étant, personne ne veut venir jouer aux Spurs. C'est toujours la même chose. Et alors, à moins qu'on mette un contrat un peu trop cher sur un jeune restricted, par exemple, Nicolas Claxton, les Nets vont pas avoir beaucoup de marge de manœuvre pour le re-signer. Donc si on lui met un contrat un peu plus cher que ce que les Nets pensent lui mettre, à ce moment-là, il viendra chez nous parce qu'on aura du temps de jeu et de l'argent à lui proposer. Et les Nets s'aligneront pas parce que ce sera trop cher pour eux. Mais sinon, je vois pas comment tu peux attirer quelqu'un. Enfin, déjà, les Zach Lavine, Youssouf Nourkic et tout ça, ça veut jouer le titre. Donc ça viendra pas jouer aux Spurs. Et les jeunes, à moins de leur foutre un contrat trop cher, les équipes vont les conserver. Ou alors, ils vont même pas être intéressés par les Spurs. C'est peut-être très défaitiste, hein, mais franchement, je vois aucun free agent signé chez nous. Après, enfin, parmi tous les free agents que tu as cités, il y en a qu'un seul qui nous intéresserait, qui nous intéresse, ce serait Ayton. Et Ayton, bah, c'est un numéro 1 de draft qui commence à bien exploiter son potentiel. Bon, il y a Chris Paul pour le servir sur pick and roll, donc Mais il aura des jeunes témoins, ses c'est stats pareil. forcément. Il aura des jeunes téméraires, ouais, c'est pas mal. Oui, il aura des jeunes téméraires, mais C'est pas Chris Paul, oui, c'est sûr. quand t'as Chris Paul et que t'es intérieur, enfin Chris Paul c'est le maître du pick and roll un peu aussi. Chris Paul, il a offert Mais, un contrat max à DeAndre Jordan. Je pense que sans lui, Oui, bah oui, c'est un peu le mec qui file des contrats max à tous les intérieurs, limite. c'est ça. Et Ayton ne va pas déroger à la règle. Mais enfin, c'est le seul dans la liste qui fitterait parfaitement chez nous. Je pense, Mais le truc, c'est qu'il joue à Phoenix, qui est une équipe qui marche très bien. oui, qui vise Je le pense titre. qu'ils sont très bien. contents de son rendement et donc je connais pas trop leur masse salariale, mais je Moi, dans pense tous les qu'ils cas, peuvent, ils peuvent parce que ils peuvent lui proposer le comme max, quoi. ils ont les Oui, droits, ils peuvent aller ils ont au-dessus, les, ils peuvent aller au-dessus, ouais. Parce qu'ils ont les droits sur lui, parce que c'est eux qui l'ont drafté, donc ils peuvent, bird ils peuvent aller rights. au-dessus de leur cap space, tu sais. bien sûr. Ouais. Les fameux droits Bird. Grâce à Larry Bird. Voilà. Mais Et donc, moi, ce qui me fait juste dire que tous ces moves sont peut-être pas faits pour la free agency à venir, mais peut-être la prochaine, qui, vu que l'année prochaine, on aura encore pas mal de contrats expirants, et il y aura une flopée de joueurs qui sont bien plus talentueux que, enfin, il y a quand même le marché 2023, il y aura de plus gros poissons. oui. Et donc, mais c'est pour ça que Brian Wright, il semble un peu prendre la direction de on développe à fond notre équipe, c'est l'effectif qu'on a là, et avec quelques assets l'an prochain, pour se rendre le plus attractif possible et essayer de signer un gros joueur en 2023.
Et juste, je suis d'accord avec l'idée que ce sera peut-être plutôt 2023. Mais pour cette année, il n'y a pas que Ayton, moi, qui m'intéresse, il y a Nicholas Claxton aussi. Et je pense Et que... Miles Bridges, moi. Et Miles Bridges Et aussi, Vas-y, parle-nous de Claxton si tu veux. mais Claxton, en fait, il demandera moins d'argent que les deux autres. Parce que Mm. effectivement, il a montré pour l'instant moins de choses. Ça reste un très fort défenseur intérieur, enfin très fort potentiellement, avec une belle vision de jeu et tout. Moi, je l'adore depuis sa draft. Je m'en suis jamais caché dans ce podcast. Du fait qu'on ait drafté Samanic à la place de Claxton, j'ai envie de me foutre en l'air encore. Tu nous en Donc, parles tous les jours, Jules. donc peut-être qu'on pourrait réparer cette erreur en signant Claxton. Et comme je disais tout à l'heure, les Nets pourront peut-être pas s'aligner parce qu'ils vont pas avoir beaucoup de marge de manœuvre vu qu'ils ont 3 contre un max. Donc pour moi, ça reste une bonne cible. Bridges demandera peut-être moins d'argent que Ayton, mais il sera potentiellement MIP cette saison et je doute que les Hornets le lâchent. Parce que il fit trop bien avec LaMelo Ball et voilà. Enfin, je pense qu'ils ont envie de construire autour de Miles Bridges, LaMelo. Ils ont un truc qui commence chez eux. Une petite précision avec Claxton, c'est pas le même cas que DeAndre Ayton. Il est pas drafté par les Nets et du coup ils peuvent s'aligner quoi qu'il arrive. Oui, parce que il a été trade avec ses droits. Et si c'est les Nets qui le draftent en plus. Voilà, c'est ça, c'est les Nets qui le draftent, donc je pense qu'ils peuvent s'aligner. Oui, ils peuvent s'aligner. Mais c'est un second tour, mais c'est le seul truc qui diffère. Mais... Ouais. Et c'est pour ça qu'il avait que 3 ans. Il avait que 3 ans de largement contrat au-dessus de la luxury tax, quoi. Mais moi, je pense qu'ils voudront pas le laisser partir et qu'il va être content de rester avec KD, etc. Donc, c'est possible. Pareil, en fait, vu que c'est des free agents, c'est très dur de les convaincre que le projet Spurs peut aboutir, enfin qu'on peut avoir une équipe contender dans 3-4 saisons. Alors que le mec joue avec KD, Kyrie et Ben Simmons. Voilà. Ouais, je suis d'accord qu'en termes de projet sportif, pareil pour Ayton, on le fait moins kiffer, ça c'est sûr. Mais, et puis la rotation derrière, ils ont pas les Nets, ils ont Lamarcus Aldridge. Donc oui, mais nous, je crois que les Nets, ils sont très contents d'avoir Claxton. Oui, mais nous, on lui proposera plus d'argent et plus de temps de jeu. Donc potentiellement, ça peut l'intéresser aussi. C'est toujours pareil. Est-ce qu'il aura, plus envie de gagner ou plus envie de gagner de l'argent c'est ce qu'il faudra voir, mais je pense que c'est possible qu'on l'ait, mais après, est-ce que les Spurs ont envie d'aller dessus aussi c'est pas sûr. Mais du coup, ça veut dire qu'on fait quoi de Pöltl si on récupère Claxton, par exemple? Parce qu'autant DeAndre Ayton, je peux comprendre qu'il passe devant Pöltl dans la rotation. Ah, moi, Claxton, je l'aime peut-être moins que toi, mais je trouve que Pöltl, il a fait des... il est meilleur, c'est sûr. Il montre une super progression. Et je trouve qu'il fit mieux qu'un Claxton, tu vois. Enfin, il joue quand même avec cette équipe depuis mais bien sûr, 2-3 saisons maintenant. Ah, mais je dis pas que Claxton va remplacer Pöltl, mais je dis juste que, ce que je me dis, c'est est-ce que Pöltl déjà fait partie du projet long terme des Spurs? Lui, son contrat expire en 2023. C'est pour ça que je pensais aussi à cette free agency là. Mais vous voyez, il a été pour cette trade deadline dans les rumeurs de trade avec notamment les Hornets. Oui, un trade qui avait été discuté entre Pöltl, Miles Bridges. Non, pas Bridges. Kai Jones, le pivot qu'ils ont drafté cette année, si les vrais se rappellent que j'en ai parlé au podcast. Que tu voulais chez nous, et un choix de draft. Mais c'était trop cher pour les Hornets, je pense, pour Pöltl. Enfin, si on avait eu ça contre Pöltl, c'était un braquage, je vous le dis. Parce qu'il a beau être très bon, PJ Washington il a une bonne cote, est bon aussi. En ce moment, Pöltl. Oui, mais PJ Washington, c'est un bon joueur, un bon stretch fort et tout. Sûr. Kai Jones, c'est un fort potentiel et un tour de draft. Franchement, ça aurait été un vrai braquage. Je pense que... Alors ok, on aurait perdu encore plus de matchs sur la fin de saison, mais l'année prochaine, on aurait eu un projet bien plus kiffant, on va dire. Mais cela dit, j'adore Pöltl, donc ça me dérange pas de pas l'avoir tradé, bien sûr. En vrai, quand tu penses au niveau où il était il y a 3 saisons, et quand tu le vois maintenant... c'est vrai que... Il a quand même sacrément bien développé. Moi, je me souviens de son année rookie à Toronto, où il avait quelques bouts de match, etc. Il est loin d'être le défenseur qu'il est devenu et enfin le joueur qu'il est maintenant. Surtout que moi je me rappelle surtout quand on l'a tradé, enfin quand on l'a récupéré dans le trade de Kawhi, mais j'étais abattu qu'on ait récupéré Pöltl plutôt que OG Anunoby, qui pour moi était bien meilleur. Et d'ailleurs
il est toujours très bon. Enfin, je veux dire, c'est toujours c'est équivalent aujourd'hui à peu près leur niveau de jeu. Enfin, regarde pas trop les Raptors, ceci dit, donc j'ai peut-être des conneries, mais ça reste un très bon joueur. Mais du coup, je suis quand même beaucoup plus satisfait aujourd'hui qu'on l'ait récupéré dans le trade qu'à l'époque où Surtout qu'on j'étais avait laissé partir Danny Green aussi. Moi, je m'en souviens, c'était vraiment, je me disais, bon, on laisse partir Danny Green, on C'est vrai récupère que Jakob on Poeltl. se fait quand même fumer sur le trade, hein, quand même, globalement. Oh, On je se suis fait pas d'accord, enfumer. on récupère les amis, on récupère DeRozan, Poltl, et puis DeRozan, pas contre rien, on a changé ça contre des bons assets Oui, bien au sûr, final. et on récupère le tour de Donc on Toronto qui récupère, devient Keldon Johnson, mais ouais, sur le on papier, on récupère perd le Keldon, meilleur joueur et Jakob, en C'est plus sûr. on leur file Danny Green, quoi. Enfin, tu vois. ouais, bien sûr, bien sûr. Oui, moi, c'est ça, à l'époque, je me disais, putain, Parce c'est que bien fait enfler quand on se même. disait Mais parce que que. la première réaction sur les trades, c'est du court terme. Oui, Les GM, oui, ils bien pensent au sûr. long terme, et pour le coup, le long terme, c'était plutôt bien joué de faire ce trade. Et c'est pour ça que maintenant, on dit qu'on est très content d'avoir Jakob Oui, mais Poeltl, par contre, Ouais. etc. à partir du moment où les Raptors ont gagné le titre juste après, on a quand même perdu le trade. Enfin, je veux dire, Oui, bah, tu laisses partir. à part si Keldon finit Final MVP un jour et, et qu'on gagne un titre grâce à lui, sinon on a perdu le trade, hein, les gars. Mais vous vous Mais rendez compte que Kawhi à l'époque, il voulait partir, il voulait s'en aller. C'était Ben oui, bien Simmons, sûr. c'était la même situation, tu vois. C'était Oui, Ben Simmons au mais les final. Sixers ont récupéré James Harden, donc au final, tu vois. Ouais, mais voilà, on a fait ce qu'on a pu en vrai. Non, mais bien Rappelons quand sûr. même que c'était quand même pas la même ligue parce que j'ai l'impression que depuis que Kawhi a fait ça, et bah, beaucoup de joueurs se sont mis à le faire justement. Ouais. Un précurseur, Les jeux- Ah, super, merci le précurseur. Les copains, en parlant de stars qui veulent s'en aller, on va finir rapidement sur le dernier petit sujet. Oui. Quel impact ça peut avoir sur Dejounte Murray? Est-ce qu'il peut lui aussi se dire j'ai envie de me barrer de cette équipe qui ne gagnera jamais rien? Il sera free agent en 2024. Alors on va faire court parce que l'épisode est déjà long. C'était un petit épisode bonus comme ça. Faut-il donc je vais vous poser cette question-là. Quel impact cette trade deadline va avoir sur Dejounte Murray? Faut-il le trader pour une grosse contrepartie dans la mesure où il semble difficile de lui proposer rapidement les playoffs? Euh, Pour moi, ça va rien changer là, maintenant, tout de suite. Pour la fin de saison, pour l'intersaison qui arrive et la saison prochaine. Je pense que Dejounte, il sait dans quoi il a embarqué depuis longtemps. Enfin, depuis qu'on n'a pas re-signé DeRozan et tout, il sait que les clés du camion, elles sont à lui. Il sait que il voit l'effectif. Enfin, je veux dire, les joueurs, ils sont pas débiles. Quand ils voient que le meilleur joueur à côté d'eux, enfin, tu vois, c'est pas une star, c'est un bon role Mhm. player, bah, ils savent très bien que ça va pas jouer le titre. Enfin, ils sont pas bêtes, les joueurs. À un moment, je veux bien qu'on leur fasse croire des choses, mais à mon avis, Dejounte, il sait dans quoi il s'embarque. Il savait déjà avant le début de la saison dans quoi il s'embarquait. Il Ouais. est certes All-Star, il est exceptionnel cette saison, mais c'est pas pour autant qu'il va dire je veux me barrer parce qu'on gagne pas. Justement, il y a des joueurs ils savent prendre le temps. J'espère qu'il fait partie de ceux-là. Et en plus, il a l'air de vraiment adorer San Antonio. Donc, je pense qu'il va prendre le temps. Après, c'est sûr que si dans 3 ans, en 2024, enfin dans 2 ans du coup, en 2024, quand son contrat s'arrête, on n'a toujours pas évolué, on est toujours nul et on lui dit tu veux pas rester, t'es sûr, on te file un bon contrat. Je pense qu'il va dire bon les gars, vous êtes bien mignons, mais je Ouais. me casse, tu vois. Mais si d'ici 2 ans on lui montre des choses intéressantes, qu'on draft des joueurs forts, qu'on essaye de choper des gars à la free agency, qu'on construit une équipe Ouais. autour de lui, il y a pas de raison qu'il veuille se barrer. Bah Pierre, Ouais. c'est ta théorie, c'est la Free Agency 2023 avec les Ouais. grosses têtes d'affiche qui seront dispo. C'est ça, c'est pour entourer des Junte et Genre Nikola Jokic. ouais, il y a Jokic qui est là en 23. Oui, bah après on verra en 2023, on verra aussi, tu vois, on parle de la saison prochaine, donc si les Spurs arrivent à faire une saison intéressante, à faire, tu sais, la saison un peu darling, on est un peu Mhm. les underdogs, etc., et qu'on présente un projet sportif et une équipe qui attire un gros joueur, ça pourra convaincre Dejounte de rester Mhm. en 2024. Mais c'est aussi, alors du coup, je rejoins totalement ce qu'a dit Jules. Et en plus, tu vois, si on se dit on le trade l'année prochaine, eh ben, on lui a quand même fait signer un excellent contrat qui, du coup, l'année prochaine, il touche 16 millions et demi. Mhm. Et Quel bah, les trades, braquage. ça marche aussi comme ça en NBA. Faut que les valeurs des contrats soient équivalentes lors des transferts. Oui. Et donc, si on envoie des Junte, donc déjà, on se retrouverait sans meneur à part Trey Jones.
avec On potentiellement adore, du hein. coup des... Oui, on adore Trey Jones, mais bon. On l'embrasse, mais c'est pas un Trey, si titulaire tu nous NBA, écoutes. quoi. En fait, ce serait quelle contrepartie satisfaisante tu pourras avoir si t'envoies juste Dejounte Murray. Rien. Ouais. Mais c'est pour ça que je me dis juste que Dejounte, on peut pas le trader de 1 parce que ça se trouve, il est très content là où il est, et si dans 2 ans on a un projet intéressant, il re-signera chez nous. Mais à l'instant T, je vois pas quelle contrepartie intéressante on pourrait avoir. Mhm. Je suis très d'accord. Sans en plus se retrouver à poil à la main On a Thomas Satoransky. pour 2 mois. Voilà. Non, mais ouais, c'est clair que ça n'aurait aucun sens de le trader cette intersaison-là. Et pour la saison prochaine, on verra, hein. Déjà, ça dépend aussi de notre chance à la loterie. Si on chope un top pick, eh ben, bravo à nous, on reconstruit très vite. Si c'est pas le cas, bah, on va essayer de faire un truc à la free agency et de lui montrer qu'on a envie de l'entourer correctement. En tout cas, comme disait Claude Onesta dans je sais plus quel match de hand où l'équipe de France était en difficulté, il les a fait gagner comme ça. Il y a un chemin. Quand il avait dit ça, je crois que c'est après la mi-temps, il avait fait gagner l'équipe juste en disant ça. Il y a un chemin. C'était le seul truc qu'il avait dit sur le temps mort et ça avait complètement fait vriller la tête de l'équipe et l'équipe avait gagné comme ça. Putain, Donc il y a un j'aimerais pas chemin. lui demander, j'aimerais pas lui demander mon chemin justement avec Claude Onesta dans la rue. Je pense qu'il m'aiderait pas beaucoup. C'est clair. Continuez à suivre Spurs Break, continuez à suivre les Spurs, les années qui viennent et les mois qui viennent s'annoncent passionnants. Abonnez-vous sur YouTube, sur toutes les plateformes de streaming. Mettez-nous des bonnes notes sur Spotify, on peut faire ça maintenant. Mettez-nous 5, je sais pas si c'est des étoiles ou quoi. Notez-nous de manière Mettez-nous un positive. petit cœur là, Voilà. envoyez-nous du love. C'était bien cool, Pierre et Jules. Ah bah toujours un plaisir de parler basket avec vous. En plus là, c'est un sujet de trade deadline. On n'a pas trop l'habitude d'avoir des gros moves, donc c'était cool. Bah, c'était marrant, hein. On avait dit 30 minutes, on est à 54 minutes d'enregistrement, donc voilà. T'inquiète, je vais faire ça au montage. Comme d'hab, ça régale. On se retrouve à la fin du mois. Salut à tous. Ciao. La bise.